apéro spécial demi-finale de play-off. Toutes les séries, d'ailleurs, c'est pas un 2 que je devrais faire, c'est 1-1. Oui. 1-1, tac, tac. 3 séries sur les 4. On essaie de faire avec les doigts. 3 séries sur les 4 sont à 1-1. Tout à fait. Et si j'utilisais mes doigts différemment, je dirais fuck Scott Foster. Mais on ne le fera pas. Qu'est-ce qu'il vient faire à l'Aldan, Scott Foster, le pauvre garçon. Oh. La veuve et l'orphelin, Alex. Pour défendre les arbitres NBA, il y a du monde. Bravo. Je vous félicite pas. En fait, oui, non, c'est vrai. Il est pas bon, mais c'est pas nouveau. Ah, ça, bien sûr. Ce sont des classiques auxquels on peut être habitué. En tout cas, on vous laisse vous installer tranquillou. C'est l'apéro spécial demi-finale de play-off. Celles et ceux qui sont curieux ont bien vu que sur la miniature, il manque une série. Pourquoi vous n'avez pas mis une photo de Aaron Gordon et de Josh Okogie ? Eh bien, c'est très simple. Nous avons déjà fait un apéro complet, mon cher Alex, où nous avons parlé de Denver et de Phoenix. Il y a 2-0 pour les Nuggets. On est dans les temps pour mon 4-3 Suns, au calme. Voilà, en sirotant cette tasse. Tranquille. Voilà. On est peinard, voilà. Moi aussi, je trinque le Game 3 qui aura lieu ce soir. J'en profite justement pour vous dire qu'il y a un gros programme qui nous attend et on va le montrer tout de suite. Ce soir, vous le voyez, alors c'est heure américaine, mais je vais tout vous donner en détail. Ce soir, vendredi soir, au moment où vous regardez cette vidéo, puisqu'elle est sortie le vendredi soir, Philly qui retourne à la maison, présentation du trophée de MVP pour Joel Embiid devant son public, devant son peuple. Réception de Boston qui a fait un gros Game 2, on va en reparler. Le match est à 1h30 du matin. On enchaînera justement sur le Game 3 très attendu entre les Suns et les Nuggets. Je te tendrai la parole, Alex, juste avant de parler des autres séries, parce que je crois que Monty Williams a regardé les derniers apéros. Ce qui est sûr, c'est que le samedi, on aura un match tôt à horaire français. Notez-le bien, 21h30, Miami qui reçoit New York, un partout dans la série. Ensuite, il y aura un petit break, puisqu'à 2h30 du matin, les Lakers seront au Staples Center pour recevoir les Warriors. Et ce dimanche, s'il vous plaît, Game 4 entre Philly et Boston, voir de quoi il s'agit. Et aussi le Game 4 entre Phoenix et Denver. Ça nous annonce quand même un assez joli programme ce week-end. 2 matchs à 21h30. C'est, si je dis pas de bêtises, Alex, c'est peut-être les dernières fois qu'on va avoir des matchs à horaire français sur les playoffs. En général, c'est le dernier week-end, puisqu'en général, s'il y a des Game 7 dans les demi-de-conf, c'est-à-dire pas ce week-end, mais celui d'après, on les a pas à l'horaire français. On les a à 2h, 3h du mat'. C'est ça, on surveillera, parfois ça a été le cas dans le passé, on surveillera ce que la NBA nous cuisine. Ce qui est donc sûr, c'est que Alex, avant de se positionner sur les séries qui sont en cours à un partout, content que Monty Williams ait regardé l'apéro, Terence Ross et TJ Warren vont peut-être jouer au basketball ce soir, c'est cool. Oui, bon après, j'en profite puisque tu me donnes la parole là-dessus. C'est vrai que je m'étais un peu énervé sur le sujet, mais on n'avait pas parlé que de ça dans l'apéro. Je dois dire que j'ai quand même apprécié les ajustements de Monty. Les ajustements en conférence de presse. Ouais, non mais les ajustements qu'il a fait au Game 2, on en avait parlé à l'apéro. Ouais. Ce serait bien de les prolonger. Après, il va manquer Chris Paul ce coup-ci, au Game 3 des Suns. Bien sûr. Les Suns devront jouer sans Chris Paul, donc on risque d'avoir beaucoup de campaign, beaucoup de Booker balle en main. J'espère que les Suns vont envoyer du pick and roll beaucoup plus. Ouais. On verra. Mais en tout cas, oui, il a l'air décidé à faire sortir du banc des mecs qui savent rentrer un panier. Ma foi, ça peut être une idée. Ça peut être une bonne idée. N'hésitez pas à aller checker l'apéro spécial Suns Nuggets. Il y aura forcément des choses à devoir débriefer après les 2 matchs du côté de l'Arizona. Donc 2 matchs lors desquels Chris Paul ne sera pas là, puisqu'on a balancé l'update. Il va être absent probablement une semaine. Ce qui ne nous empêche pas de discuter des autres séries qui sont à 1 partout. On a des équipes qui ont gagné le 1 et qui se sont inclinées au 2 et inversement. Je te propose de partir du côté... Par où tu veux commencer ? Tu sais quoi, on va faire Est, Ouest, Est. Je t'avais dit qu'on allait faire les Lakers pour commencer, mais on va faire tu veux Est, commencer Ouest, par Est. où à l'Est Eh bien, je te propose qu'on parle justement de nos amis de Miami qui reçoivent New York, un partout. Il y a eu un premier match remporté par le Heat sur le parquet du Madison Square Garden, tout à fait. Et on a eu plein d'éléments. On va en reparler évidemment, la blessure de Jimmy Butler, le match ensuite remporté par les Knicks au Game 2. Ce soir, on retourne à Miami, ce week-end, ce samedi soir à 21h30, on retourne à Miami, Alex. Ouais, la série a un peu des blessures, puisque on savait pas l'état exact de Jalen Brunson. Tout à fait. Au match 1, là, celui qui est remporté par Miami, dans lequel Jimmy Butler se fait mal à la cheville, je rappelle quand même que le titulaire au poste 4, c'est Obi Toppin pour les Knicks. C'est pas Julius Randle. Julius Randle qui va revenir au Game 2. Et mine de rien, il va quand même être impactant. Mais malgré l'absence de Jimmy Butler,
Et donc, quand il n'y a pas Jimmy Butler, vu que Tyler Herro est blessé, en gros, ça joue avec Max Truss, Gabe Vincent, Caleb Martin autour d'Adebayo, avec un peu de Laurie qui sort du banc. Enfin, c'est quand même une équipe avec quand même pas mal de mecs pas si connus que ça. Ouais. Bah, malgré ça, pour gagner le Game 2, New York a dû s'arracher. Ouais. Non, c'est du joli fighting spirit de la part de Miami. Et aussi un peu de... les New-Yorkais, là, il faut qu'ils captent qu'ils doivent passer un cap. C'est-à-dire qu'ils ont en face d'eux une équipe qui s'ajuste. Ils ont en face d'eux une équipe dont le game plan est moins prévisible que celui des Cavs. Hein, désolé les Cavs, mais là, on est obligé de le dire. Hein. Difficile de faire moins. C'est moins prévisible. Miami, ça s'adapte mieux. Ils ont une équipe plus capable de rentrer des tirs de loin, un peu quels que soient les joueurs qui sont sur le terrain. Une équipe à droite à 3 points. On en avait parlé lors du premier tour contre les Bucks. Ça se confirme là plutôt bien contre les Knicks également. En fait, Miami a récupéré l'avantage du terrain, mais en fonction, tu me dis ce que t'en penses, Bastien, mais en fonction du niveau de blessure de Butler, attention. Bah oui, complètement. Sur la longueur, si Jimmy... Voilà, on en parlait en off tous les deux. Tu me disais qu'ils étaient optimistes pour sa présence au Game 3. Mais enfin, ça veut dire qu'il n'est pas à 100% déjà. C'est ça, au moment, tout à fait. Au moment où on parle, le Heat parle d'optimisme sur la présence de Jimmy Butler. Évidemment, c'est du poker menteur. On est en playoff, donc on ne dévoile pas toutes ses cartes. Ce qui est sûr, c'est que quand Jimmy Butler ne joue pas, c'est qu'il est vraiment blessé. C'est un mec, c'est un pur warrior qui nous a montré depuis le début de sa carrière que même s'il fallait jouer avec une jambe en moins ou une côte percée, il n'y a pas de problème, sera présent. Je pense qu'il va pouvoir participer au Game 3. On aura des updates ce samedi matin puisque le match a lieu tôt aux US, puisqu'il est à 15h30 et pour nous il est à 21h30. Non, ce qui est assez formidable, c'est qu'on a vu une équipe de Miami qui a fait le travail sur le Game 1, notamment avec... les garçons qui avaient été ajoutés autour de Jimmy Butler et qui ont montré leur vraie valeur, c'est-à-dire ce fameux troisième carton de Kevin Love où on a vu les outlet passes, où vraiment ça s'est régalé, on a vu du gros rebond, on a vu quelques shoots, on a vu Kyle Lowry qui est vraiment le Kyle Lowry game, on a parlé tous les deux, il a vraiment été fondamental dans la victoire du Heat, c'était vraiment c'est pour ça que Kyle Lowry était notamment signé et récupéré par le Heat, quand il a été signé il y a 1 an et demi, c'était ok, est-ce que dans ce genre de situation, il peut step up ? Ça a été le cas. On a eu quelques performances un peu timides de Bam Adebayo qui s'est excusé, d'ailleurs après le match 2 en disant my bad, ce qui a tendance à rendre fou les fans du Heat, je crois, parce que le nombre de fois où Bam Adebayo dit my bad, c'est un petit sujet, on l'avait relevé, on en avait un peu peur face aux Bucks, mais finalement le Heat s'en est bien sorti comme ça. C'est ça, on a un très très gros Gabe Vincent quand même, parce que c'est lui qui est arrivé en début de série et qui a dit bon bah vous allez me laisser shooter, je vais prendre un maximum de tirs, donc c'est limite, il y a personne qui a pris autant de tirs que Gabe Vincent sur la série côté Miami, donc ajustement, c'est vrai, de Eric Spoelstra. On avait parlé du gap d'expérience. Enfin, je veux dire, côté Miami, on a des joueurs qui sont à l'aise dans des demi et finales de conférence. New York, c'est un peu nouveau pour eux quand même, tout ça. Ouais, il y a moins d'expérience côté new-yorkais, à part Brunson, qui est quand même allé en finale de conf l'année dernière. C'est ça. D'ailleurs, Brunson, mine de rien, il envoie du bois sur les 2 premiers matchs. Il taffe. Il taffe. Sur ces 2 premiers matchs, également très agréablement surpris par RJ Barrett. RJ Barrett, là, c'est bien. Le money time du Game 1 a été atroce, mais hormis ça, c'était super. Money time du Game 1, raté. Complètement raté. Mais raté, on a tendance à stigmatiser RJ Barrett, c'est quand même été un peu raté par les Knicks. Oui. Tu vois, après, oui, c'est vrai qu'RJ Barrett, il y a perte de balle, il y a des briques, il y a des choses qui se voient. Mais au global, ça a été un peu raté par les Knicks et ça a été très réussi par le Heat, en fait. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'RJ Barrett, ça n'empêche pas qu'il fait quand même un bon match et il réitère, il refait un bon match au match 2. Ah ouais. Défensivement, j'aime bien comment il se bat. Il rentre quelques tirs. Il est un peu agressif vers le cercle. Enfin, franchement, c'est bien. C'est bien ce que propose RJ Barrett. Et les Knicks, ils vont en avoir besoin de ça, en fait. Ouais, il y a des garçons qui doivent step up. Tu sais que tu peux compter sur Jalen Brunson, sur RJ Barrett, même Julius Randle. Là, le match qu'il a joué, c'était solide. Il n'y a pas de problème. Enfin, voilà, c'est du solide Julius. Il n'y a pas de souci. On sait que Josh Hart va apporter ce qu'il faut et que même si on peut attendre davantage de production de garçons comme Obi Toppin, c'est bien. Mitchell Robinson aussi. Moi, j'ai vraiment du mal avec... Malheureusement, mon facteur X, dans la preview, Emmanuel Quickley, pour le moment, la série, elle ne démarre pas bien. On est vraiment sur 7 points de moyenne à 37% au tir et 12% à 3 points. Donc, le deuxième, le dauphin du trophée de 6e de l'année, n'y est pas du tout. Moi, je m'attends vraiment à une série
qui doit démarrer pour Emmanuel Quickly, parce que sinon ça va aller vraiment très très mal et très très vite pour les Knicks. Hein. En fait, les Knicks ont besoin de sa qualité de tir. Ils ont besoin qu'il prenne des tirs et qu'il en mette, parce que là, il est à des pourcentages. Enfin, c'est une catastrophe, ces pourcentages sur les 2 premiers matchs. Ouais. Josh Hart aussi. Josh Hart de loin, il n'a pas rentré grand-chose. Alors ça, ils vont en avoir besoin. En fait, d'une manière générale, à part RJ Barrett, il n'y a pas une très grosse réussite de loin côté Knicks. Non, ouais. Et en fait, c'est une équipe, si elle veut pouvoir continuer à attaquer intelligemment la défense proposée par le Heat, elle a besoin qu'il y ait un peu plus de tirs de loin qui rentrent. Tu vois, c'est un peu comme ça qu'ils se sont fait avoir au match 1. Il y a des tirs de loin qui ne sont pas rentrés, on stigmatise RJ Barrett, on peut, mais franchement, c'est pas forcément le premier qui me viendrait forcément en tête. Ça permet au Heat de jouer un peu aux échecs et de laisser un peu les mecs... Le Heat choisit un peu les mecs des Knicks qui vont prendre les tirs. J'exagère un peu, hein, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est ce qu'ils ont fait. De l'autre côté, Thibodeau, il essaye de reproduire un peu le schéma défensif qu'il avait proposé aux Cavs. Sauf que là, comme je l'ai dit en préambule, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu comme ça que tu perds le Game 1 aussi. Ouais. C'est en laissant Miami dans le match. Il y a des moments, ils auraient pu les flinguer. Et ils l'ont pas fait. Et laisser Miami dans le match, on sait ce que ça implique. Ça implique que peut-être tu vas te faire fumer par Jimmy Butler et Eric Spoelstra dans le Money Time. C'est tout le souhait de Miami. Ou Kyle Lowry comme au Game 1. Bien sûr. Voilà. C'est tout le souhait de Miami d'éviter de prendre des pilules. Parce que on l'a vu, c'était contre Milwaukee le Game 2, si je ne dis pas bêtise, où les Bucks ont shooté comme jamais ils ont shooté dans leur vie. Hein, sauf qu'aujourd'hui, ils sont à Cancun. Et donc Miami n'a juste pas joué dans la rencontre, n'a pas vécu dans la rencontre. C'est en ça que j'allais te poser la question, je vais démarrer sur cet aspect, c'est-à-dire qu'est-ce que vous, qui nous regardez, attendez le plus sur les 2 prochains matchs, c'est-à-dire Game 3 et Game 4 du côté de Miami. Moi, je t'avoue que vraiment, j'attends Emmanuel Quickly côté New York. Je pense vraiment que c'est un gars qui doit faire la différence, qui doit apporter... Il doit avoir un Emmanuel Quickly game. C'est obligatoire. Je pense qu'il va avoir lieu. Mais après, il faut voir s'il a lieu dans une défaite ou si ça a lieu dans une victoire. C'est ça vraiment qui va être important parce qu'il a cet impact. Il a montré tout au long de la saison... Il y a eu des gros matchs en déplacement à Boston où ça ne lui fait pas peur, ce genre d'ambiance. Donc je ne pense pas que Miami, ça va l'effrayer. Je pense que New York a grandement besoin de lui. Et derrière, je pense que les fans de Miami attendent quelque chose de très sérieux de la part de Bam Adebayo qui, pour le moment, est sous ses standards quand même. En fait, on a pas mal d'incertitudes parce qu'on ne sait pas. On pense que Butler va jouer. Le Heat est optimiste, mais on n'est pas sûr. Ce dont on peut être sûr, c'est à peu près sûr, c'est qu'il sera vraisemblablement pas à 100% s'il joue ce Game 3. Ah oui, c'est sûr. On voit bien aussi Julius Randle, même si il a fait un très bon match 2, il a l'air de jouer un peu en serrant les dents quand même. Ouais. C'est la série du grind, de toute façon, ça on le sait. Hein. Voilà. Brunson, il y avait une petite blessure, finalement il joue. Il était questionable à la base au Game 2, hein, bien sûr. Voilà. Et c'est quand même une série où ça joue très physique, où ça se rentre dedans. Et donc, t'avais dit quoi toi en preview? Moi j'avais dit Knicks, J'ai mis Knicks aussi, je crois. J'ai mis Knicks aussi, on s'est regardé, on a dit putain on a parlé contre Jimmy Butler, et en fait on n'aurait pas eu parler contre Gabe Vincent. Et donc les Knicks, là faut pas oublier mine de rien que quoi qu'il arrive, Miami là est rentré à South Beach en ayant récupéré l'avantage du terrain. Tout à fait. Il y aura un match quoi qu'il arrive, je rappelle un projet, il y aura quoi qu'il en soit, les fans de Knicks étaient contents parce qu'il va y avoir un match 5 au Madison Square Garden. Enfin bon, vaudrait mieux pas être mené 3-1 par contre, si je peux me permettre. Tout à fait, mais tu sais qu'il va y avoir un retour à New York. Tout à fait. Donc tu reviens les bagages vides ou tu reviens avec une victoire? Voilà. Putain. Faut en prendre un là-bas. Faut s'appuyer sur Randle qui serre les dents, sur Brunson qui a l'air de pouvoir jouer, sur un RJ Barrett, tu vois. Et après, effectivement, t'as raison. Si Emmanuel Quickly il peut rentrer des gros tirs, ça va changer des choses. Mais attention, parce que dans le Game 2, on a un petit peu moins kiffé Kyle Lowry aussi côté Miami, tu vois. Donc attention à ce genre de truc. Donc moi, je trouve que serrée, hein. Série très serrée, dans laquelle, et on y arrive gentiment, les choix des coachs vont être cruciaux. Tout à fait. C'est vrai, hein. Et on sait, Spoelstra, il est capable de bricoler avec ce qu'il a. Mine de rien, Thibodeau nous montre qu'il est capable de bricoler avec ce qu'il a aussi.
Moi j'ai bien aimé, hein, Topin titulaire là. Ouais, Topin, ça c'était bien. Puis même il sur le premier taffe tour. et tout. Ah, et puis Ouais, sur le ouais, premier ouais, tour, il a ouais. bitch slap, excuse-moi, j'ai Ouf. Bickerstaff, mais il l'a Ah oui, en même il l'a temps, envoyé en vacances, comme on dit. là je vois les fans des Cavs, ils voient tous les coachs qui sont disponibles, là ils voient les Cavs qui dorment, qui vont garder Bickerstaff, ça les rend ouf et je les comprends. Ça les rend ouf et je les comprends, voilà. Mais et donc, si tu veux, Spoelstra ne va pas pouvoir faire la marionnette avec Thibodeau comme il a fait un peu avec Bud. Non, non, mais bien sûr, bien sûr. Ça va être plus compliqué. Et on le voit déjà. En fait, le panel offensif que les Knicks proposent est assez chiant à défendre pour le hit. Surtout quand il n'y a pas Jimmy Butler de côté pour répondre. Et donc, moi, je pense que les Knicks vont rentrer à New York à 2-2. Oui. Boum, je t'ai balancé mon pronostic comme ça. Très je suis bien. comme ça. Mais Ouais. moi, je suis. Et alors, t'en penses quoi de ça? Oui. Tu me suis moi, là-dessus? Oui, Ouais. moi je pense que. Alors, je vais même être encore plus précis. Je pense que New York doit prendre le game 3. Il est là, c'est ouais celui-là. Je veux dire, on verra pour le game 4, etc. Mais s'il y a un truc à prendre, c'est le 3. Pourquoi ? Parce que Miami, de l'autre côté, ils savent très bien ce qu'ils veulent. Tu prends le 3. Parce que si tu prends le 3 et que t'es Miami, tu sais que la pression, elle devient maximale sur des joueurs de New York qui ne connaissent pas ce genre de situation. Donc t'as pas envie de te retrouver dans un game 4 où on sait pas comment ça peut se passer. C'est vraiment aléatoire. Les game 3, ça peut basculer dans tous les sens. Je pense vraiment que c'est à New York de prendre celui-là d'assaut. Et j'irai même encore plus loin, montrer que malgré les capacités exceptionnelles défensives de Miami, New York a montré qu'ils avaient une attaque de feu certains soirs cette saison. Ouais. Ils en ont mis 111 là sur le match 2, c'était très bien, mais j'ai pas encore ce côté 48 minutes de putain, à chaque fois qu'on essaie de recoller, ils sont chiants. Non, tu sais, c'est genre parce que les tirs de loin rentrent pas trop là. Ben oui, c'est ça en fait, t'es à 31%, Miami tire mieux que toi à 3 points, et donc je croise les doigts pour que les Knicks égalise à 2-2, enfin en tout cas rentre à la maison, parce que ça se trouve il y a 3-1 New York. Hein. Il peut y avoir 3-1 Miami, il peut y avoir 3-1 New York, il peut y avoir 2-2. Je pense qu'il y aura 2-2 moi aussi. Mais j'ai très très hâte de suivre le match 3 parce que déjà il est tôt, 21h30, qu'on va savoir la condition de Jimmy Butler et que Spoelstra, ces gars-là, ils le savent, c'est le game 3 qu'ils doivent prendre. Donc New York doit y aller les deux pieds sur l'accélérateur, je pense. Et puis après, il y a quand même un dernier sujet pour Miami, mais ça, je pense que et les fans du 8 et le staff de Spoelstra n'ont pas besoin de moi pour le savoir, c'est va falloir arrêter de se faire défoncer au rebond. Ouais. Et c'est quoi ce bordel? Bah, ils se font, mais c'est violent. Hein. Ils se 49 font, à 37 en moyenne sur les deux premiers matchs. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ah oui, non, mais ils se font out-rebond, mais c'est un truc de fou furieux. Bon, ça, après, c'était, c'est du acté. On l'avait, c'est du dit. Hein. Ça, Miami, c'est pas leur avantage principal. Mais à ce point-là, quand même, ça fait beaucoup. Hein. Bah, demande à Jarrett Allen ce qu'il en pense. Hein. Ils se sont fait boxer de ouf. Ça fait vraiment beaucoup, et c'est là où Adebayo, il est sympa avec ses my bad. Vas-y, gros, s'il te plaît. Alors, Prends 14 rebonds. Tout à fait. Ou en l'occurrence, aidons-le. Oui, non. Donc les garçons qui sont autour, les Caleb, etc., va falloir aussi venir et jouer des coudes, hein, parce qu'il va falloir... c'est un effort collectif au rebond. Hein. C'est ce qui fait que Jimmy en avait pris 11 au Game 1 et que Adebayo va devoir être aidé. Mais d'ailleurs, l'absence de Jimmy fait mal là-dessus. Ça fait mal là-dessus. C'est un très très bon rebondeur depuis l'aile. Excellent rebondeur, bien sûr. On est d'accord, 2-2, avec un Game 5 au Madison Square Garden. Ça serait assez fou. Ah, ça serait magnifique, ça serait immanquable ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura donc ce match ce samedi à 21h30. Regardez-le de très très près et ensuite on surveillera la situation physique de notre ami Jimmy Butler. Est-ce que ça dit qu'on change de côte ? Allez, vas-y, je t'en prie. Nous allons aller évidemment du côté de Los Angeles, puisqu'on a quitté la baie de San Francisco, un partout dans la série entre les Lakers et les Warriors. On a eu deux matchs avec deux profils très 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 différents. On a eu un Game 2 remporté là par nos amis de Golden State avec un excellent Klay Thompson. On va pouvoir revenir en détail là-dessus. Juste Alex, on n'a pas eu le temps de parler du Game 1. J'ai 2-3 questions à te poser si ça te va sur le Game 1. Vas-y. Et je veux bien aussi la réponse des gens qui nous regardent ou nous écoutent. La première chose, c'est tu avais Jordan Poole, si je dis pas de bêtises, en Factor X. Ouais. Et moi, il dit dès le Game 1, on a vu l'importance des deux garçons. C'est fou parce qu'en plus, Jordan Poole fait un assez bon match. Et Eddie, évidemment, a été très très fort là-dessus. Donc, ça en revient à ce qu'on discutait. La séquence de fin a fait beaucoup discuter, et après on va rentrer dans l'intégralité de la série, mais cette séquence de fin où Steph est doublé, donne la balle à Draymond, file la balle à Jordan Poole. La Poole qui prend un 3 points de très très loin.
Quand t'as vu ce shoot, tu t'es dit what the fuck, tu t'es dit non, il est ouvert, c'est quoi ton truc? Parce que beaucoup de gens ont discuté, hein, évidemment, de ce shoot de Jordan Poole avec 10 secondes à jouer et le retard des Warriors. Ouah. Je veux dire, les Lakers jouent bien le coup. Ils se disent, non, ce ne sera pas Curry qui va prendre ce tir. Oui. Ce qui, franchement, vu comment l'autre est chaud comme une braise, mine de rien, t'as pas envie que Oui, ce soit c'est Curry. Stephen Curry, bien sûr. C'est Steph Curry, c'est le meilleur shooter de tous les temps. Il vient d'en foutre 50 à Sacramento en Game 7. Non, T'as pas envie que ce soit lui. Moi, ça, je comprends. Perso, j'ai pas trop compris sur le moment. Donc, que tu empêches Stephen Curry, que tu lui fasses lâcher la balle, je comprends. Que tu montes autant sur Draymond et que du coup, tu laisses le shoot aussi ouvert, même lointain, mais aussi ouvert à Jordan Poole, il est grave capable de les mettre. Hein. Ouais, il s'entraîne avec Klay Thompson et Steph Curry toute l'année, l'autre. Hein. Donc, il a pas du tout peur. Moi, perso, j'ai pas du tout de problème avec Jordan Poole qui prend ce tir. À titre perso. Non, moi j'ai plutôt des problèmes avec ce que Jordan Poole a proposé de l'autre côté du terrain. Même si sur ce match, il a été bon en attaque, donc au moins ça complète, tu vois. Mais il s'est fait quand même cibler et il a permis à l'attaque, parfois un peu pas toujours hyper incisive des Warriors, des Lakers, pardon, de scorer beaucoup de points. Je veux dire, attends, bouge pas. C'est combien? C'est quasiment 120 points qu'ils mettent. Ils en mettent 117. 117 à 112. Les Lakers, bien sûr, tu vois. bien sûr. Donc, je dis pas que c'est que de la faute de Jordan Poole, non, pas du tout. Hein. Mais je l'ai trouvé bon en attaque et je l'ai trouvé relativement faible en défense, un peu comme prévu. Oui, bien sûr. Non, mais par contre, voilà, pour ce tir, pour te dire mon avis, moi j'ai pas du tout de problème avec Jordan Poole qui prend ce tir. Non, moi il peut le mettre, d'ailleurs il est pas loin de le mettre. Oui, en fait en soi c'est juste que le truc dérange parce que tu te dis what the fuck et que c'est aussi le personnage qui est autour. Fallait qu'il fasse quoi? Moi j'ai été étonné, il y a une excellente analyse de Tim Legler, pour ceux qui l'ont pas vu, de ESPN, qui a parlé de ce shoot et notamment de deux choses. Premièrement, le repli défensif des Lakers est rapide, donc évite justement ce côté chaotique que les Warriors aiment bien entretenir. Oui. Quand on voit Draymond Green et Jordan Poole qui trottinent, parce que Steph monte la balle, et donc vu que Steph est le Messi, il y en a parfois qui sont pris en flagrant délit de regarder l'action, ce qui peut un peu avoir lieu. Et moi j'avais ce sentiment là et Tim Legler l'a vachement bien expliqué. C'est putain, avec un chrono comme ça, des temps morts qui restent à Steve Kerr, mais cette capacité, on le sait à chaque fois des Warriors, à improviser on the fly pour pas laisser une excellente défense des Lakers se mettre en place. J'ai eu du mal sur le fait que Draymond et Jordan Poole se retrouvent aussi tard sur leur demi-terrain, donc prennent des décisions tardives. Après le shoot, c'est ce shoot, c'est celui-là. S'il avait été à 3 sur 8000 dans la rencontre, ok, ça aurait pu être plus compliqué, mais il est important offensivement dans ce match. Il met des 3 plus la faute, il met des 3 points, il a pénétré. À la passe donc, aussi, hein. À la passe, il a essayé un petit peu. Donc bon, c'est juste parce que c'est Jordan Poole, et ça c'est normal, mais avant ça, il met un runner quasi du milieu du terrain à une main parce qu'il voulait une faute de D'Angelo Russell, je crois, ou quelqu'un d'autre. Donc c'est Jordan Poole par définition. Moi, j'ai plus de mal avec le fait que ça a trottiné pour une live possession de fin de rencontre où il n'y a pas de temps mort qui est pris. Ça, c'est inacceptable. Sachant que Klay Thompson a sprinté comme un fou furieux pour slider en ligne de fond et justement essayer de créer du mouvement, quoi. Donc bon, c'était juste un détail sur ce Game 1. Sur le reste de la série, toi, au bout de 2 matchs, les trucs qui te viennent le plus en tête, parce que je sais que tu as pris des notes moi aussi, mais les trucs qui te viennent le plus en tête, là c'est quoi, là, maintenant qu'on bascule à Los Angeles? Donc, déjà, Los Angeles... Ils ont débarqué à Golden State, raquette solidement blindée, comme prévu, et avec la ferme intention d'exploiter ce que les Kings ont eu un peu plus de mal à exploiter, c'est-à-dire le fait que les Warriors jouent pas mal de minutes, mine de rien, avec 2 joueurs qui sont pas très dangereux au tir. Draymond Green et Kevin Looney. D'ailleurs, on va parler après du Game 2, mais ajustement direct de Steve Kerr. On va en parler après. Hein. Mais sur le Game 1, ils ont vraiment bien exploité ça. Ensuite, Anthony Davis était supra-vénère, donc il a dominé, mais comme un fou furieux. Tout à fait. Donc on a quand même des Lakers qui remportent ce Game 1 dans le Money Time, dans un match serré, avec un LeBron affreux au tir. C'est quand même, ils sont quand même incroyables, ces Lakers. Ouais, bien sûr. Enfin, je veux dire, ils ont beaucoup de ressources. On a eu un Game 1, donc Anthony Davis a été monstrueux, donc on en a beaucoup parlé, mais pardon,
pardon, le match de Dennis Schroeder en sortie de banc. Ah, de Lee Schroeder, de Austin Reeves, bien sûr, de D'Angelo Austin Russell. Reeves, très très bien. D'Angelo Russell, tout à fait. Il a mis des tirs importants. Et Schroeder en sortie de banc. Donc déjà, il s'est bien défoncé en défense, moi je trouve, à suivre notamment du Curry ou du Poole un peu comme il fallait, quoi. Ouais, j'ai bien kiffé. Et puis alors, agressivité en attaque. Et vas-y que je passe l'épaule. Dès que tu me mets Jordan Poole ou Steph Curry, et vas-y, je passe l'épaule. Non, bien sûr. Ah bah, il n'y a pas de protecteur de cercle. Eh ben, j'y vais. Je suis une mobilette. Il a eu combien de lancers? Il en a eu pas mal. Hein. Bah, tout à fait. De toute façon, quand je suis sorti de ce Game 1, là, en l'ayant regardé en direct et tweeté plein de bêtises, de regarder les chiffres et de me dire, attends, l'écart entre la doublette Schroeder-Russell est comme ça avec la doublette Poole-Curry, c'est imprononçable, normalement. C'est imprononçable. Normalement, non. Et c'est tout au crédit de D'Angelo Russell, notamment, qui a été hyper agressif. Il y a eu du troisième quart-temps où il a mis des buckets. Il était pas bon en première mi-temps. Il a vachement bien réagi en sortie de vestiaire. Schroeder, comme tu l'as dit, a été bon sur l'entièreté, je trouve, de la rencontre. Il a été vachement bien. Donc, quand j'ai vu le match des Lakers et cette victoire-là, je me suis dit, purée de bordel de merde. En fait, ils peuvent vraiment... Toi, t'as dit Lakers. Moi, j'ai dit Warriors, je crois, sur le pronostic. Je crois que t'as dit 4-2 Lakers. Ouais, moi j'ai dit 4-3 Warriors. Je dis purée, ils sont vraiment capables d'aller chercher cette série parce que il y a des soucis au shoot. Enfin, même là, on le voit sur la série, hein, ils sont à 3 points, c'est affreux, hein, c'est atroce. Bah, LeBron aussi, et là, faut dire, moi j'adore LeBron, hein, personne ne peut pas cacher, hein, mais là, à un moment donné, l'autre. Là, il y a de l'abus. Il y a de l'abus. Je veux bien qu'on dise oui, son pied, il est peut-être pas 100%, ok, peut-être, mais oh. Non, là, c'est. S'il te plaît. Vas-y, arrête, parce que genre, soit t'en mets, soit t'arrêtes d'en prendre. Non, bien sûr, bien sûr. Il est suffisamment intelligent pour le savoir, là, il arrête. C'est compliqué. Il croque. Enfin, Game 1, hein, Game 2, c'était mieux. Ouais, mais c'est vrai que la façon dont les Lakers ont géré ce match, alors que il y a une physionomie qui est hyper intéressante, parce qu'en plus on n'a même pas parlé de Jared Vanderbilt qui était dans le slip de Stephen Curry toute la rencontre du Game 1 qui était présent, et au moment où Vanderbilt sort du match dans le quatrième quart, c'est là que ce qui semblait être une avance clean de 12 points à 4-5 minutes de la fin s'est transformé en gros run, parce que Darvin Ham, et qu'on s'est retrouvé avec Vanderbilt sur le banc. Dès que Jared revient et qu'on a eu cette doublette défensive, ils ont vraiment créé une soirée pour Stephen Curry qui est rarissime. Hein. C'est des soirées où Steph était fatigué, hein. Steph était saoulé. Il venait certes de sortir d'une série en 7 matchs, mais tu sens que Vanderbilt, il l'avait, mais jusque-là, quoi. Il était bien saoulé. C'est ça qui est intéressant aussi avec ces Lakers, c'est que ils ont les moyens de faire ce genre de choses, parce qu'ils ont derrière Anthony Davis qui est capable de contrôler la raquette. On a vu combien de phases là. J'avais dit ouais, Anthony Davis il va pas monter ni sur Looney ni sur Green, mais là c'est même pas qu'il monte, c'est qu'il est dans la restricted area, limite quand Looney a la balle en tête de raquette, il en a rien à battre. Steve Kerr en a eu marre d'ailleurs. Bah ouais, Steve Kerr en a eu grave marre. De toute façon, il peut pas se permettre. Hein. Tu peux pas jouer les Lakers avec Anthony Davis qui attend tes mecs sous le cercle. Hein. Ça, c'est impossible. Hein. Sinon, c'est un match à la Shaq et Duncan, ils ont sorti. Tu vas pas y arriver. Non, mais c'est pas possible. Donc ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant. L'autre truc que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est donc les Warriors font ce run là de 14-0. Ils reviennent à 112-112. Et quand ils reviennent à 112-112, côté Lakers, c'est là aussi où tu vois que ça va être une autre opposition pour eux que les Kings. Je dis pas que c'est plus fort que les Kings ou pas, c'est pas le sujet. C'est juste très différent, parce qu'en fait, côté Lakers, là, il y a des mecs qui sont déjà passés par là. Ah oui. Là, les mecs viennent de prendre un run. Ok, Darvin Ham, ok, on va parler du coaching Darvin Ham, surtout sur le Game 2 d'ailleurs. On va voir s'il est capable de proposer des ajustements lui aussi pour le Game 3. On verra. Mais en tout cas, par contre, ce qui est sûr, c'est que tu vois, LeBron, il n'a pas forcé pour autant. Ils se sont pas dit... Là, les Warriors commençaient parfois à prendre un peu Anthony Davis, à l'empêcher de contrôler la raquette et éventuellement faire des prises à deux. Ils ont laissé le jeu commander ce qu'il y a à commander, et ça s'est fini par un petit shoot, enfin un petit lay-up de D'Angelo Russell. D'Angelo Russell au poste. Enfin, ce truc qui est censé être une infamie absolue quand tu as LeBron et AD sur le terrain, sauf qu'ils ont reconnu la match-up et ils ont dit attends. Comme quand Austin Reeves contre Memphis, t'avais LeBron et AD et en fait ça doit jouer pour lui. Non, tu as la match-up, on y va. Ils ont cette intelligence, c'est vrai. Et ça, c'est embêtant pour les Warriors parce qu'ils peuvent beaucoup moins dicter. Ils aiment bien dicter tactiquement l'adversaire, dicter ce qui va se passer. Là, avec des LeBron, des Anthony Davis très intelligents sur le terrain, même D'Angelo Russell en fait, qui représente quand même une sorte de mismatch pour pas mal d'arrière des Warriors.
par sa taille, par sa technique et tout ça, machin. Et là, clairement, ce panier fait très mal aux Warriors parce que c'est ni LeBron ni Anthony Davis qui ne serait-ce que prend le tir. Hein. Non, bien sûr, bien sûr. Non, là-dessus, vraiment, sur le Game 1, Lakers, total contrôle, même dans le chaos de la fin de match, c'était super. Et notamment ce repli-là, puisqu'on parlait du shoot de Jordan Poole, j'ai trouvé que le sérieux du repli défensif des Lakers pour essayer de gagner là où on doit gagner des titres, c'est-à-dire dans sa propre moitié de terrain. Les efforts sont là. Les efforts étaient là. Donc AD énorme, 30 points, 23 rebonds, 5 passes, 4 contre la totale. On était sur un mood bien différent sur le Game 2 remporté par Golden State, où là vraiment les Warriors ont montré, qu'ils n'allaient pas se faire rouler dessus, ajustement, énorme Klay Thompson, 8 sur 11 à 3 points, 30 pions, un Steph à la distribution avec 12 carrières, un quasi triple-double de Draymond Green, et donc ce Jamichal qui vient nous rejoindre, ce petit quintet, ça c'était pas forcément hyper attendu, et après les critiques qu'il y avait sur Steve Kerr dans la série contre Sacramento, là il a joué au poker. Hein. Alors déjà... Il y a apparemment un petit peu malade côté Looney. Je pense que ça a pu influencer. Et deuxièmement, il y a clairement un choix tactique de Steve Kerr. J'en ai parlé tout à l'heure là au début de cette séquence sur Lakers Warriors. Je pense qu'il peut pas vraiment. Même les Warriors, ils peuvent pas jouer avec deux mecs qui savent pas shooter contre ces bons Lakers qui défendent intelligemment. Ils ne peuvent pas. Donc là, tu rajoutes Jamichal Green qui... On avait un peu peur défensivement et tout. Ok, très bien. Puis au rebond, c'est sûr, c'est pas Looney. Par contre, t'es obligé de le respecter à 3 points. Bah ouais, il en prend la 6, preuve, il en rentre 3. Il en a. Exactement. T'es obligé. Et du coup, pour Anthony Davis, ça devient pas le même match. C'est pas l'unique raison. Anthony Davis, cette année, il y a eu des petits creux comme ça. Là, ça tombe très très mal quand même son game 2. Tout à fait. Mais c'est sur l'ensemble. Vas-y. Que ce soit plus compliqué pour lui en défense parce que du coup Jamichal Green, on est sur Draymond Green plus 4 mecs qui savent shooter et tout, et Draymond très malin lui a fait un grand match très compliqué comme match-up du coup pour Anthony Davis. Il préfère Kevin Looney, ça je comprends. Par contre en attaque il a pas le droit de faire un match comme ça. Non mais bien sûr. C'est interdit. Mais c'est juste ce qui est assez hallucinant et à la fois satisfaisant côté Lakers en termes de irrégularité de la régularité, c'est que pour ceux qui l'ont peut-être pas vu, la stat a un peu tourné là en sortie de match. Anthony Davis, Game 1 contre Memphis, 22 points, Game 2, 13, ensuite 31, ensuite 12, ensuite 31, ensuite 16, ensuite 30 et hier 11. Donc à chaque fois qu'il y a un bet de match, ensuite il y a un creux. Donc j'imagine qu'il va y avoir un bet de match là à venir parce qu'il est conscient qu'il va devoir être plus agressif. Il n'y a pas eu assez de lancers, il n'y en a qu'un seul tenté sur le match d'hier soir, c'est pas assez. Mais si ces Lakers veulent battre les Warriors, tu pourras pas avoir tant de creux que ça en fait. Tu peux te permettre contre Memphis, mais contre Golden State, frère, si le creux il tombe au Game 4, t'as perdu l'avantage du terrain que t'as récupéré, t'es bien comme un con. Exactement, parce que là du coup, ils ont pris une sauce immense, parce qu'ils ont mis trop de temps. Darvin Ham va falloir s'adapter plus vite par contre quand Steve Kerr te change vraiment, parce que là c'est pas un changement anodin, quoi. C'est pas un petit changement, quoi. Là il enlève un pivot rebondeur et il met un shooter. Pardon, mais c'est quand même incroyable, quoi. C'est culotté, ouais. Il l'a déjà montré tant de fois dans sa carrière. Ah non, mais ça lui fait pas peur. Il mise beaucoup sur Draymond. Il a mis moins de Jordan Poole aussi. Du coup, les Warriors, non seulement il y avait Klay Thompson en feu, et il y avait Jamichal Green qui mettait des tirs, et puis t'as quand même Steph Curry sur le terrain, donc l'attaque cartonnait bien. Ils ont donné et en plus, il y avait moins de Jordan Poole. Moody. J'ai bien aimé les minutes de Moses Moody. Bien sûr. Lui aussi s'est shooté, et surtout, j'ai bien aimé son apport au rebond. J'ai trouvé ça très intéressant. De voir justement que dans ce Game 2, les Warriors ont dominé le rebond. Alors, on vient de parler d'Anthony Davis, qui donc a raté son match, et son rôle est très important dans la capacité des Lakers à prendre des rebonds, mais enfin quand même. Je veux dire, t'enlèves Looney, enfin tu l'enlèves pas parce qu'il en a quand même pris des rebonds, il a joué quoi, 10-12 minutes, 15 minutes peut-être Looney, et il en a pris quand même, mais t'enlèves Looney vraiment de ton 5 majeur et tu lui baisses ses minutes et tu domines quand même au rebond. Ça c'est une bonne nouvelle. Pour les Warriors, t'as Gary Payton qui est venu en prendre pas mal, Moses Moody est venu prendre du rebond, Wiggins, Klay Thompson, ça prend toujours ses 3-4 rebonds, tu vois. Draymond, il en a pris beaucoup. Bien sûr. Et en fait, c'est un secteur de jeu non négligeable, c'est-à-dire que quand les Warriors attaquent comme ça, et que les Lakers mettent autant de temps à s'adapter, et qu'en plus, les Warriors de l'autre côté, ils arrivent à fermer proprement le rebond, c'est-à-dire à laisser un minimum de secondes chances aux Lakers, qui sont pas non plus des snipers, ça donne un blowout de taré. Là, je sais plus. Voilà le score final. Si, 127 à 100, un truc comme ça. Limite, il est flatteur, limite le score. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est ce que j'allais dire justement sur le côté bonjour, le changement d'ambiance entre Memphis et Golden State, c'est-à-dire que quand tu shootais comme un vendeur de briques, tu pouvais te dire de l'autre côté, allez.
c'est Luke Kennard ou rien. En gros, je schématise, mais côté Memphis, c'était compliqué. Là, le problème, c'est que Golden State, ils sont à 45% de réussite à 3 points là, sur le début de série. Alors, évidemment, c'est un échantillon que de 2 matchs, mais ça peut venir de partout. Et Steve Kerr le montre tout de suite. S'il faut faire les ajustements pour faire mal là où il faut, ils vont le faire. Donc, la balle, elle est vraiment dans le camp de Darvin Ham, LeBron et compagnie, parce que pour moi, c'est trop difficile de reprendre exactement le même schéma, les mêmes rotations et dire on y croit. Non, là le momentum il est beaucoup trop dans le dos de Golden State. Ils ont leur mission, eux, évidemment, qui est de reprendre l'avantage du terrain. On sait que pour les Warriors, ça a été compliqué pendant la régulière de gagner en déplacement. T'as pu le faire à Sacramento 2 fois, Game 5, Game 7. C'est pas la même bête non plus. Parce que là, on sauce beaucoup Golden State. Attention, quand tu te ramènes au Staples Center, c'est pas des lapins de quelques semaines. Là, vraiment, pour aller prendre un match des Lakers chez eux, demander à Memphis, c'est une galère, quoi. Mais effectivement, tu as complètement raison, c'est compliqué. Sauf que par contre, Golden State nous a donc montré, donc ils ont la possibilité d'avoir un Jamichael Green ou d'avoir du Moody plus que du Poole en fonction des choix de Steve Kerr. Yep. Tous ces mecs-là rentrent des 3, donc c'est chiant pour la défense des Lakers. Et en plus, ils ont montré un deuxième énorme axe. Parce qu'on parle beaucoup de Steve Kerr, l'ajustement incroyable, il met Jamichael Green. C'est vrai, hein. Mais aussi un autre truc, c'est que là, les Warriors, là, ils n'ont pas attaqué avec des écrans comme d'habitude et plein de mouvements sans ballon. Enfin, il y en avait, hein, bien sûr, mais ils ont fait beaucoup plus de pick and roll. Il y avait plus de pick and roll pour bouger. Ils ont obligé Anthony Davis à sortir. Et comme du coup, il n'y a qu'un non-shooter, bah, c'est beaucoup plus compliqué. C'est aussi ça qui explique que, par exemple, un Klay Thompson, non seulement il était en feu, donc on sait comment c'est, et en plus, il avait le temps de shooter, parce que souvent, il récupérait un kick-out d'un Steph Curry ou d'un autre gars ou d'un Draymond, tu vois, qui est en deuxième rideau de pick and roll et tout. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Clay démarre parce très fort. Qu'Anthony Davis, si tu veux, il préfère protéger la raquette plutôt que de sortir, d'être obligé de courir dans les écrans, et Steph Curry, nanana, tu vois. C'est un peu chiant pour lui, ça. Sauf que les Warriors, ils sont malins, eux. Ils impliquent Anthony Davis dans les pick and roll. Ouais. Comme ça, bah, il est pas trop sous le cercle. Non, et ainsi, c'est comme ça que tu domines aussi le rebond. Donc j'ai vraiment trouvé grand match tactique des Warriors. Ouais. Ça y est, le jeu d'échecs est lancé. Hein. Exactement. Prochaine pièce, côté LeBron, Darvin Ham, Anthony Davis, etc. Tu es obligé. Tu peux pas juste jouer aux échecs comme un con et avancer tes pions et te les faire bouffer en première ligne. Tu es obligé d'avoir un minimum d'ajustement. On verra, parce qu'on avait évoqué pendant la preview, est-ce que tu fais la même chose avec Jared Vanderbilt? Est-ce que tu le laisses sur le terrain? Tu sais, je t'avais posé la question. Est-ce qu'en début de série, tu commences avec Vanderbilt, ce qui a été le cas, victoire au Game 1, grosse défense sur Steph? Ou est-ce que, parce qu'il y a un ajustement en face, tu vas te dire, attends, est-ce qu'on va mettre du Schroeder? Est-ce qu'on va mettre d'autres garçons sur le 5 majeur? Parce qu'ils ont été plus pertinents. Les ajustements doivent être offensifs aussi, Bastien, pour les Lakers. Oui. Ah, mais c'est pour ça que je parle notamment de Schroeder par rapport à Vanderbilt, parce que tu te doutes bien que si je mets du Schroeder... tu parlais de ça pour défendre, moi. Pardon. Non, c'est vraiment offensif, parce que Vanderbilt va permettre cette isolation défensive, mais tu te retrouves aussi dans des situations où tu accentues encore plus le game plan des Warriors, qui est de dire allez-y les frères, shootez, il n'y a pas de problème. C'est un peu plus compliqué quand tu laisses Schroeder que Vanderbilt, tu vois, par exemple, ouvert. Donc, je suis d'accord, et puis il y a peut-être autre chose aussi, et ça je pense quand même que les Lakers vont forcément y penser, c'est dans ce genre de match, moi j'ai été assez... Une fois que tu as capté le délire des Warriors, au bout de, tu vois, des premières minutes, quoi, tu vois qu'il y a Jamichael Green titulaire, de toute façon, tu as capté, quoi. Ah là, je sais pas, Anthony Davis, il faut le servir dessous, là. Ouais, bien sûr. Très vite, le plus vite possible, souvent... Faut jouer peut-être un petit peu plus vite et servir Anthony Davis dessous. Il n'y a personne, même Draymond Green, c'est très compliqué pour lui de tenir Anthony Davis quand il est dessous. Bien sûr, non, mais je te suis complètement. Donc et là, c'est ce qui fait que cette stat de un seul lancer tenté pour Anthony Davis. Un seul lancer, 11 points. Non, mais 11 points et un seul lancer tenté en 2023, en playoff de Anthony Davis, ce n'est pas acceptable. Il faut que Jean-Michel Green et Raymond Vert. Tout à fait. Tu peux même... Je vais me permettre, tu peux même être à 2 sur 14 au lancer. Je m'en bats les reins, il faut en provoquer. Ouais, il faut faire des fautes. Il faut en provoquer, parce que AD, là, si tu as un seul lancer tenté, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que tu permets à la défense de Golden State de se mettre en place, et c'est pas forcément leur application numéro 1. Donc, Et puis LeBron, il n'a pas le choix. Alors, au match 2, honnêtement, en attaque, il a quand même été meilleur que depuis le début des playoffs, moi j'ai trouvé. Par contre, je veux dire, je crois qu'il a pas eu un lancé LeBron au match 2, je crois. Il y en a 4 sur la série. Non mais qu'est-ce que c'est que ça?
Donc, est-ce que c'est Il est vrai beaucoup ce sur qui se l'extérieur. dit qu'il est un peu saoulé par son pied et qu'il y va mollo? Oui. Ok, je veux bien l'entendre. Certainement. Enfin, 0 lancé, oh. Non, Parce mais que bien sûr. Lebron aussi, hein, tu peux lui filer des balles dessous. Hein. Ah bah Parce il y a que- plutôt intérêt. Il y a plein de phases, on a vu Lebron, il avait genre Klay Thompson ou Wiggins sur lui. Il peut les jouer, faut arrêter. Non, bien sûr. Même Il- Jean-Michel Green, il est moins grand et moins gros que Lebron en fait. Hein. Ouais. En soi, peut-être que certains peuvent débarquer et nous dire bah ouais, mais regardez, les Lakers, ils ont eu 2 fois plus de lancers que Golden State. Mais c'est parce que les identités offensives sont différentes. C'est-à-dire que Ah Golden oui. State, ça leur va de tirer 10 lancers par match. C'est pas un problème. Si tu es les Lakers, c'est inacceptable. Il faut que tu sois dans ce que tu sais très bien faire, c'est-à-dire agresser, mettre les gars dans la pénalité, shooter des lancers. Ils l'ont pas fait, ils ont perdu. Ouais. Ah ouais, non, ils ont pas le choix. Ils peuvent pas. Pas le choix. Ils vont quand même pas se reposer sur leur réussite à 3 Non. points. Ça serait de la folie face aux Non, Warriors. compliqué, ouais. Et il y a, on le répète, Alex l'a dit, on le répète, il n'y a personne en face pour aller pousser, Franchement, contrer. ils ont un enfin, je veux dire, avantage. ah, mais bien sûr. Non, Ils ont un avantage de poids, de taille. En plus, ils ont des mecs. Enfin, je veux dire, on parle pas de blaireaux là, on parle de mecs techniques. Hein, Anthony Non, Davis ou LeBron. Une fois que c'est sous oui, le cercle, ça va mettre des paniers. Hein. I want some nasty, comme dirait un grand coach. Alex, pronostic, on revient à Golden State, il y a 2-2, il y a 3-1, il y a quoi 2-2. Je pense que les Warriors, ils vont aller en chercher. Hein. Moi, je veux une série épique. Moi, je veux qu'il y ait 3-1 Warriors et qu'on se retrouve en 7. Tu veux qu'ils blow un 3-1 lead? Non, je veux qu'il y ait 3-1, 3-2 parce qu'on retourne à Los Angeles. Pardon, à Golden State, ils gagnent. 3-3 parce qu'à Los Angeles, ils font le travail. Et on retourne en 7. Et là, les roues s'effondrent. Et nous avons un Game 7 remporté par D'accord. Golden State. Le scénario. Toi, tu dis il y a 2-2, ouais. On va voir. Ouais, 2-2. On va voir. Dites-nous évidemment ce que vous pensez de tout ça. On va devoir terminer du côté de la Pennsylvanie, ça te dit ? Allez. Nous allons à Philadelphie. Mesdames et messieurs, que vous l'aimiez ou l'aimiez pas, ce soir c'est hommage. Nous allons à Philadelphie, là où une fois Allen Iverson a brandi le trophée de MVP devant son peuple. Joel Embiid, MVP, magnifique. On a vu les larmes et les émotions du process qui va devoir célébrer tout ça devant son public. 2 matchs avec un petit peu comme les Warriors, avec 2 profils très 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 différents. On a eu un Game 1 qu'on va appeler ça la masterpiece de James Harden. Ouais, et masterpiece de James Harden, évidemment. Et même les Sixers au global. Hein. Ah bah la solidité de Je veux Paul dire- Reed, les agressivités de Tyrese, bien sûr. Et puis, du coup, c'est un Game 1. Donc, je le dis maintenant parce que Melton. vous m'entendrez pas souvent le dire. Mais Doc Rivers fait des bons playoffs pour l'instant. Ouais. Alors, si, vraiment, je le pense. Genre, dos au Doc mur. Rivers. Non, pas que dos au mur, en fait. Non, Genre, mais je disais juste dos au mur, Doc Rivers n'a jamais été aussi fort. Ça, c'est l'histoire. Hein, juste, l'histoire de Doc Rivers, c'est ça. Donc le Game 1, il n'y a pas Joel Embiid, ce sont les pires Sixers à prendre. ouais, je suis d'accord, mais tu vois, sa série contre les Nets, elle est bonne aussi. Ça va. Là, j'ai trouvé que dans la continuité de sa série contre les Nets, j'ai trouvé que il y a des vrais systèmes en sortie de temps mort et tout. Il y a des vrais systèmes. Il a même fait de la zone, là, quand il fait rentrer les mecs moins forts en défense, tu vois, il met de la zone pour Il faire essaye, chier les hein. Celtics. Il essaye. Il essaye des trucs, il varie des trucs. Franchement, Il y a pire. On l'a connu moins bon. dis donc, moi j'étais là devant. Waouh, Alex. J'étais là devant le game. Non, parce que déjà contre les Nets, j'avais trouvé que c'était quand même. On en avait peut-être pas assez parlé, mais bon, après l'adversaire était peut-être pas. Tu vois, genre, c'était peut-être pas là qu'on devait s'extasier sur le coaching de Doc Rivers. Là, je trouve que sur ce Game 1 contre les Celtics, oui, James Harden fait un match de grand malade mental. Bah, c'est et le puis les Harden game. Celtics prennent un peu le truc de haut Oula, et tout, ouais. machin. On peut trouver plein de choses, mais il faudrait pas oublier de dire que ces Sixers, ils arrivent mentalement, ils sont prêts. Tactiquement, ils ont une idée de comment ils peuvent faire chier les Celtics. Oui. Les joueurs, ils savent à peu près, les joueurs qui vont rentrer, ils savent quand ils vont rentrer et qu'est-ce qu'ils vont avoir à faire sur le terrain. Ouais. Et donc, du coup, t'as un Harden en feu, bah putain, tu gagnes le Game 1 à Boston quand même. Ah, bien sûr. Moi, franchement, celle-là, tu me l'aurais dit avant, je t'aurais fait d'accord. Non, mais attends, Alors, ouais. d'accord, tweet-le, on va bien rire. Ouais. Et 45 points. Hein. Et le step back de la gagne aussi. Hein. Mon cul, ouais. Sur Al Horford.
Non, mais tu vois, ouais, bien voilà. sûr, ouais. Donc celle-là, fallait quand même la voir venir. Ouais, moi j'étais assez choqué, tout à fait. Moi j'étais assez choqué par par le double visage en fait de ces deux équipes sur ce début de série. Ça m'a à la fois j'ai apprécié et à la fois j'ai eu envie de enfoncer ma tête dans un mur. Pourquoi ? Parce que côté Philly, trop bien le Game 1. Super attitude. Ils y vont, ils se créent pas d'excuses. Doc Rivers game, on y va. Harden superbe. Super qu'il lit bien, qui explique après le match qu'il s'attendait à une double team. En fait, il se rend compte qu'il est en isolation sur Al Horford. Et là, il lui fait boire la sauce. C'est classique. Melton aussi a été très très bon sur le Game 1. Parfait. Sur le Game 2, Philly, j'avais envie de mettre des tartes à tout le monde. Parce qu'au niveau de l'attitude, on n'y était pas. Au niveau de l'attitude, on n'y était pas. Il y avait un sentiment de c'est bon, on a fait notre travail, on a pris le Game 1. Ce qui n'est pas du tout Miami, par exemple. Miami, il n'y avait pas Jimmy Butler, ils se sont battus au Game 2 et ils ont failli prendre le Game 2 à New York. Là, Philly, ils ont fait une telle entame de troisième quart-temps, franchement, j'avais envie de fermer l'écran et de me dire c'est quoi, vous allez saouler. Il n'y a même pas de match. Il n'y a pas de match. Donc, côté En fait, Philly, il y a eu un match en première mi-temps. Bon, à la mi-temps, ils sont derrière, mais ils sont encore dans le match. Ils sont dedans, mais le troisième quart-temps est une hérésie absolue, c'est une abomination visuelle, et le quatrième quart-temps, bon, bah là on est dans un money time, on le sait déjà. Et à l'inverse... Garbage time, tu veux dire, garbage time. Je dis quoi, un money time, pardon. T'as dit money time, non, c'était pas un money time. C'était pas un money time. Je te confirme. Et à l'inverse, Boston, formidable attitude sur le Game 2, parce que, comme on en parlait dans la preview, on a mis tous les deux Boston. Ouais, je crois. J'en ai mis Boston. Moi, je te parlais du fait que, putain, défensivement, si Boston se concentre, on évite la fin de série contre Atlanta et ils défendent comme ça. C'est des malades. Ils ont la meilleure attaque, meilleure défense. Enfin, c'est des fous furieux. Donc là. Moi, mon point tactico, c'était le mental, le focus, le sérieux et tout. C'était mon point tactico de la série. Exactement. Et donc, du coup, Boston, sérieux, qui se ramène sur le Game 2 et qui disent. Et c'est les premiers, Robert Williams, j'arrêtais pas de répéter que Robert Williams au début des playoffs disait si on est dans nos standards défensifs, il va rien se passer, ça va être détente. Ils ont fait nimp à Atlanta en traînant des pieds en pensant que ça allait abandonner. Ils se sont fait un tout petit peu chamailler. Hein. Enfin, je veux dire, le score n'était pas du tout celui qui était attendu. Et exactement ce qui s'est passé au Game 1. C'est-à-dire qu'au Game 1, défensivement, il y a des erreurs, mais d'enfants. Des erreurs où moi j'ai dit, mais on est où là ? Est-ce qu'on est en octobre de l'année dernière ? On se demandait si Marcus Smart allait dégoupiller la tête de certains mecs et Ime Udoka était un coach en NBA. Donc c'était complètement fou. Moi, c'est ça qui m'a frustré avec Philly sur le Game 2 et avec Boston sur le Game 1, c'est des attitudes. Et elles ont été inversées sur le Game 1 des Sixers et le Game 2 de Boston. Donc j'ai le sentiment que le momentum, il va dans le sens des Celtics, là en arrivant à Philly, parce qu'ils ont pris leur vrai... un vrai réveil, c'est-à-dire moi, les gars. Je pense que les Sixers doivent faire très attention. Exactement. J'allais y venir, j'allais te poser la question parce que Boston, pour moi, ils ont vu que s'ils sont pas très sérieux, évidemment, il n'y avait pas Embiid, mais s'ils sont pas très sérieux, attention, tu peux te faire avoir. Et c'est une série qui peut durer très très longtemps et sur laquelle même tu peux perdre. Par contre, si tu es sérieux, il n'y a pas de discussion. Non. Si Boston est sérieux sur cette série, vraiment, c'est pas contre Philly, hein, mais ils peuvent retourner le game. Surtout qu'en plus, Embiid est revenu là au Game 2. Alors, il a clairement pas l'air à 100%. Clairement, t'es d'accord. Ah oui. Et je pense pas qu'il sera à 100% dans cette série. Non. Donc t'as vraiment une opportunité de bien défendre Embiid sans trop le doubler, parce que t'as quand même des intérieurs qui peuvent le faire chier, et s'il est pas à 100%, il va être en plus en galère. Ouais. Donc après, ce que tu dois faire, c'est éviter que James Harden prenne feu. Je schématise un peu, mais ça commence par là, tu vois. Mm-hmm. Et ensuite, effectivement... là aussi sur le match 2, Boston, tout de suite, Joe Mazzulla, on sent qu'il a resserré les vis défensives, mais aussi ils ont présenté d'autres choses en attaque, un peu plus de pick and roll, un peu plus de on va chercher le mec qu'on veut aller chercher, peut-être ils ont vraiment bourriné, je suis en train de regarder les stats, que je veux juste vérifier un truc pour pas dire une connerie. Les 3 points, oui c'est ça, voilà. Au premier match, Boston, leur mouvement de balle aboutit pas assez à des 3 points ouverts. En tout cas, en première mi-temps, c'est n'importe quoi. Hein. Les tirs à 3 points de Boston. Voilà. Et aussi parce qu'ils ont retrouvé aussi ce qui fait leur marque de fabrique aussi cette année, c'est ce beau mouvement de balle avec beaucoup de 5 où tout le monde s'est shooté. Et genre, quand je dis s'est shooté, c'est vraiment shooté. Tu vois. Genre, quand il y a Horford, Derrick White... Tatum, Brown et je sais pas Brogdon par exemple, qu'est-ce que tu fais ? Tu laisses qui shooter ? En fait, t'es dans la merde. Donc après, quand il y a Robert Williams, il est moins dangereux de loin ou éventuellement. Il est moins dangereux de loin. Il est même pas dangereux de loin. Marcus Smart, c'est un peu moins un sniper, mais finalement, il croque moins aussi. Enfin,
Il y a aussi ce côté de Boston, moi j'ai trouvé, genre, je trouve que je suis d'accord avec toi, quand ils serrent la vis défensivement, Bon. ils tiennent les Sixers, et en plus, j'ai plus de mal à voir comment la défense des Sixers, elle, peut tenir l'attaque des Celtics. En fait. Bah, c'est là qu'on en verra. Ouais. Et tu vois, on a eu un match inséré, mais c'est parce que l'attaque des Sixers était vraiment très sérieuse et les Celtics pas bien dans leur effort, je trouve. Oui, ça oui, et s'est c'est pas fini pour sur manquer de Harden. respect à Philly, hein, et ils ont été très forts, on l'a dit, Harden a été super, mais c'est vrai que Boston a tendu aussi la joue pour se faire gifler, quoi, ouais, complètement. Bon après Philly, ils doivent jouer avec plus de sérieux que ça. Oui. Comme tu l'as très bien dit, on a eu cette sensation genre que pour eux le boulot était fait quoi après le game 1. Ouais. Ce qui est, je suis d'accord avec toi, une grosse erreur. Parce que Moi, là, ils ont pris quand même un énorme blowout. Hein. Ah, ouais. Moi, ce qui m'emmerde, juste, c'est côté Philly, hein. C'est savoir si tu peux compter très sérieusement sur une rotation à potentiellement 8 à 9 joueurs. C'est-à-dire qu'il y en a 7 sur lesquels tu peux jouer. Tu le sais. Tu as ton 5 majeur et tu as Melton plus Paul Reed derrière. C'est honnête. C'est OK, il n'y a pas de problème. Ouais. Même s'il y a quand même un écart. Hein. Enfin, je veux dire, Paul Reed et Melton, Oh, tu ils ont peux les été faire excellents jouer, au Game 1. Non, mais ils ont été excellents au Game 1. Mais je veux dire par là, entre ça et potentiellement Malcolm Brogdon plus Robert Williams, si je dis pas de bêtises, qui sort du banc, il y a un écart en soi de niveau potentiel. Ouais. Ce que je ne sais pas, c'est qui sont les gars qui vont rentrer. C'est-à-dire que tu sais que Boston, d'ailleurs, tu vas avoir quelques minutes, même si elles peuvent être hasardeuses, de Grant Williams. Ce qui m'emmerde, c'est que là, la Philly, par rapport à des potentiels ajustements, c'est pas comme si tu avais des minutes folles de George Niang. Jalen McDaniels, c'est compliqué de trouver la place. Shake Milton, il est à la niche, excusez-moi. Hein. Et donc, j'ai du mal à voir quel type d'ajustement peut faire Doc Rivers. Il va faire quoi? Il va switcher Maxi, et on en avait parlé dans la preview. Maxi sort du banc et Melton rentre dans le 5? Ouais. Moi, j'ai bien aimé au Game 1 quand justement Niang joue et que ça bricole un semblant de zone côté Sixers pour essayer de cacher George Niang. Je pense que c'est pas inintéressant parce que l'avantage c'est que George Niang il oblige les Celtics à sortir sur lui. Il a vraiment une grosse qualité de shoot à 3 points. Du coup, ça te donne un intérêt de l'autre côté. Ça oblige les Celtics à faire attention. Donc, mais bon, tu peux pas l'utiliser sur de longues minutes. Mais si par exemple George Niang y rentre et qu'il te fait 2 sur 4 à 3 points, bah tu prends. Hein. Ah oui, Tu prends. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si tu arrives à le cacher à peu près en défense, ça peut être ton 8e homme. Potentiellement. Voilà. Potentiellement. Moi, c'est ça que je verrais. On en vient forcément au pronostic. Alex, il y a un partout dans cette série. Tu as dit 2-2 New York-Miami. Tu as dit 2-2 Los Angeles Lakers, Golden State Warriors. 2-2 entre Boston et Philly. J'ai peur pour les Sixers. J'ai dit quoi au départ, moi? T'as dit 4-2 4-2 Celtics. Ouais. Donc ça finissait là-bas pour moi, ouais. D'accord, je suis comme ça, moi. Ouais, mais j'aime bien. Allez, 2-2. Allez, 2-2 dans toutes les séries. Alex, Jamais 203. Très bien. Je vais partir sur 2-2 aussi. Faut que Philly en prenne un là. Parce qu'en fait, là, ce dont j'ai peur, c'est si le... tu dois retourner à Boston et que t'es mené 3-1, de toute façon, ça va être compliqué. Hein, ça, c'est sûr. Bien sûr. J'ai juste pas envie que la... Je souhaite pour Embiid et pour Philly que la soirée Embiid, remise de trophée, MVP et tout ça, se passe bien. Attention, parce que Boston, ils l'ont mauvaise sur ce genre de truc. Hein. C'est le genre à vouloir niquer la soirée très fort. C'est sûr. Ils vont se dire, attends, ils lui remettent tout, là, il y a standing ovation. Ouais, mais c'est les mecs, sûr. on va blinder défensivement, on va montrer Smart, c'est qui. il va regarder Jalen Brown et Tatum, il va faire les gars. Les gars, on y va. Celui-là, on le gagne. Sachant que, on a un peu parlé de lui, mais sachant que Tatum ne fait pas un giga début de série. Hein. On est sur un Tatum qui est vraiment, moi je trouve, en dessous de ses standards. Plutôt bien, il s'occupe bien de lui. PJ Tucker, Tobias Harris, tout Ouais. ça s'occupe bien de lui aussi. Bien- Hein. Faut bien sûr. reconnaître le travail de l'autre côté. Tout à aussi. fait, mais dans l'attitude, il y a des trucs que j'ai un peu moins aimé, gestion de faute, etc. Et de certains tirs, il avait été énorme en première mi-temps du Game 1, mais après c'était un peu plus compliqué. Attention au Tatum qui se déplace bien et qui lance, entre guillemets, sa série à Philly. Et à Embiid qui doit nous faire un match monstre là, c'est le match de Embiid là il faut aller chercher, faut qu'il aille chercher 15 lancés là. Ah bah s'il se fait casser la gueule le soir où on lui remet le trophée de MVP, Faire mal au cul, c'est hein. sûr qu'on va forcément en parler. Hein. Surtout si c'est alors Ford à la sentence. Donc pour résumer,
Alex nous a balancé du 2-2 dans chaque série. J'ai juste dit 2-2 un peu partout, sauf à Golden State qui va nous amuser tout ça. Si ça se trouve, il y aura 3-1 Lakers et j'aurai l'air d'une trompette. C'est très très bien. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va vous attendre, vous, dans les commentaires et avec vos petits pronostics. On va surveiller les prochains matchs. Je rappelle donc que ce soir, nous avons Philly contre Boston et après, on ira croiser les doigts et allumer des cierges pour voir s'il y a 3-0 ou 2-1. Phoenix. Avec les fameuses minutes de Terence Ross et TJ Warren. Et Cameron Payne, parce qu'il n'y a pas Chris Paul. Donc, ouais, tout à fait. On est parti pour 28 minutes de Cameron Payne. Quand même. Ça va être génial. Voilà. Faut prévenir les gens. Quand même. Tout à fait. Et si vous voulez vivre cette expérience en Blu-ray, c'est à 4h du matin. Voilà, n'hésitez pas. Et donc ce week-end, n'oubliez pas 2 matchs à 21h30 parmi les derniers à horaire tôt, samedi et dimanche. On va se régaler. Alex, si tu as un petit mot de la fin, je te le laisse. Et puis après, on va laisser les gens kiffer les matchs de ce week-end. Le petit mot de la fin, c'est que je sais pas ce que tu avais dans ton bracket, mais moi j'avais une finale Bucks Suns. Non, Celtics Suns, pardon, excusez-moi. Je suis encore en course, mais je tremble. J'avais une finale Celtics Suns. Je l'ai revu l'autre jour avec Simon. Je tremble. Par contre, je suis totalement confiant dans mon pronostic de Boston champion NBA 2023. On verra. Phoenix, on le sent comment? Pas trop. Phoenix champion NBA, on va voir. On va y aller mollo. On va y aller mollo. Très mollo. Ouais. Vive Cameron Payne. On vous fait des bisous. Très bonne soirée, très bon week-end à toutes et à tous. Et à très vite sur la chaîne YouTube Trash Talk. Ciao. Ciao. Ciao.